Madame, monsieur, bonjour Aïla. et bon début de semaine. Premier jour de la semaine et première livraison de la revue des Grandes Unes. Vous êtes sur Equinox Télévision, au cœur de l'émission qui fait la part belle au traitement de l'actualité telle que parue au sein des tabloïds durant la journée. Je vous invite à vous installer confortablement et à parcourir avec nous les titres qui constitueront l'ossature de cette autre livraison de la revue des Grandes Unes. Et nous commencerons par parler de la crise anglophone, la première thématique de cette émission, avec le journal La Nouvelle Expression qui nous propose de comprendre ce qui se passe du côté des régions du nord-ouest et du sud-ouest quand les sécessionnistes s'entretuent. C'est le titre du journal La Nouvelle Expression de ce matin qui relaie justement que depuis plusieurs mois, des affrontements sur le théâtre de la crise anglophone sont recensés, non plus seulement entre forces étatiques et de l'autre côté en face et séparatistes, mais aujourd'hui entre factions séparatistes elles-mêmes. Plusieurs mouvements de ce côté-là, plusieurs mouvements du côté des sécessionnistes ont du mal à s'accorder sur justement le nœud de cette quête des rebelles séparatistes. Résultat des courses, des têtes se coincent et bien sûr les armes parlent du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Que doit-on comprendre de cette nouvelle variante de la guerre sur la crise anglophone? Nous essaierons d'en savoir un peu plus au cours de cette revue des Grandes Unes. Nous parlerons également du Cameroun et de ses 237 douleurs avec le journal Mutation qui parle du thermomètre social qui est en surchauffe. C'est le titre de Mutation de ce matin qui relève après l'euphorie et bien sûr la drogue qu'a constitué la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Camerounais reviennent à leurs 237 problèmes, notamment coupure d'électricité, d'eau potable, désordre urbain, insalubrité, justement. Retour brutal, nous dit le journal Mutation, des populations sur la réalité de leur vécu quotidien. Nous en parlerons au cours de cette édition de la revue des Grandes Unes. Le Jour aussi parle, entre autres, de problèmes camerounais, de la grippe aviaire, dont plusieurs cas ont été recensés du côté de la région de l'Ouest Cameroun, l'un des bassins avicoles du Cameroun. Et le journal Le Jour vous propose de connaître comment l'Ouest s'organise, comment l'Ouest organise la riposte avec notamment des checkpoints, des points de vérification qui ont été mis sur pied, 16 au total pour endiguer une éventuelle propagation du virus H5N1. Sera-t-il suffisant? Ces mesures seront-elles suffisantes pour empêcher les autres bassins avicoles de l'Ouest Cameroun d'être contaminés par le virus qui prend de l'ampleur? Nous essaierons d'en savoir un peu plus. Repère avec justement les différents problèmes que connaissent la cherté de la vie et l'inflation des prix de denrées de première nécessité. Index un homme, l'artisan de l'insécurité alimentaire. Le journal Repère mentionne le docteur Taïga comme étant l'homme à rien faire du tout, nous dit le journal Repère justement, qui mentionne le fait que malgré des centaines de millions, des centaines de milliards de francs CFA qui ont été déboursés pour la pêche, l'élevage et bien sûr l'industrie animale au Cameroun, cet homme brille par son inertie à l'heure où justement le Cameroun traverse des turpitudes eu égard de l'augmentation du coût de la vie. Nous essaierons de comprendre quel est le rôle que peut jouer le MINPIA pour désamorcer la bombe alimentaire qui est enclenchée au Cameroun depuis plusieurs mois. Nous parlerons également en dernière partie d'émission des dossiers de la FECAFOOT et bien sûr de la Fédération camerounaise de football et de ces vieux démons qui refont surface. Le Cameroun Tribune, justement, vous propose les dossiers chauds qui sont en suspens du côté de la Fédération camerounaise de football. Entre renouvellement ou non du contrat du sélectionneur, limogeage, suspension d'un membre du comité exécutif et autant de problèmes auxquels font face aujourd'hui la Fédération camerounaise de football. Les jours prochains pourront-ils augurer justement des horizons plus lumineux pour la Fédération camerounaise de football? Émergence, lui, parle plutôt du vaudeville. Samuel Eto'o, le vaudeville, et relaie aujourd'hui notamment les clashs, les limogeages, les suspensions ou encore les bras de fer entre autorités et la Fédération camerounaise de football. Samuel Eto'o verra-t-il enfin le bout du tunnel? Les premiers moments de justement le règne du nouveau président de la Fédération camerounaise de football sont tellement occultés. Pourra-t-il faire long feu sur le siège
de Tinga. Nous essaierons d'en savoir un peu plus au cours de cette édition de la Revue des Grandes Unes. Voilà, mesdames et messieurs, ramassez les titres sélectionnés par notre rédaction centrale qui constitueront l'ossature de cette autre livraison de la Revue des Grandes Unes. Et pour comprendre, analyser, décrypter et bien sûr vous aiguillonner sur ces sujets d'actualité, je reçois sur ce plateau 2 journalistes directeurs de publication qui vont apporter de leur expertise pour vous aiguillonner pour une meilleure compréhension des sujets qui constituent l'actualité au sein des journaux. D'abord à ma gauche, il est directeur de publication de l'hebdomadaire Confidentiel et je ne trahis pas un secret de polichinelle. C'est un secret de polichinelle si je dis qu'il a de nombreux dossiers très croustillants qui très bientôt vous seront servis, mesdames et messieurs. Thierry Nyompé, en attendant, nous fait le plaisir d'être sur ce plateau. Bonjour Thierry. Bonjour Cédric Nding, bonjour également à tous les téléspectateurs de la Revue des Grandes Unes. En réalité, on ne trahissait pas de secret. Il est simplement dit qu'à cause de quelques difficultés de recoupement, il y a une actualité, vous en parliez encore. Il y a, à l'entame de cette émission, il y a quelques minutes, du dossier Lieb-Limal. Oui. Il s'agit de la crypto-monnaie. Vous vous rappelez que j'avais consacré toute une édition avec 4 pages pour parler de la crypto-monnaie, les méandres. Et les pièges aussi. Effectivement, et les pièges. Et cela n'a pas fait long feu. Moins de 2 mois après, l'un des scandales financiers les plus importants au Cameroun et même en Afrique vient de sauter comme une goupille. Espérons simplement que tout le monde rentrera dans son droit et que toute la vérité sera faite autour de cette affaire. Mais toujours est-il que nous travaillons depuis bientôt une semaine. Les revendications sont tellement nombreuses. On parle de plusieurs milliards de francs CFA engagés dans cette affaire. Les souscripteurs sont déterminés à entrer dans le droit. Et pour l'instant, toutes nos tentatives justement de joindre la partie adverse, notamment la société Global Investment Trading, Monsieur Émile Parfait Sim, se sont avérées vaines. On a déposé 2 demandes d'interview, d'explication effectivement au regard de l'actualité et des plaintes qui sont formulées jusqu'ici. Jusqu'à présent, nos différentes demandes sont restées lettres mortes. Espérons que d'ici à la fin de cette semaine, tel sera le cas. Mais si tel n'est pas le cas, je crois que nous aurons usé tous les moyens de droit légaux en matière de recoupement d'informations. Et nous pourrons rendre compte de l'enquête que nous avons bouclée. Oui, justement, parce que les populations ont besoin de ces informations. Il faut toujours rendre compte. En face de vous, lui aussi a fait de l'information, de la vraie, son credo. Il est directeur de publication du journal en ligne Camerbi. Bernard Batana nous fait l'honneur d'être sur ce plateau. Bonjour Bernard et bienvenue. Good morning Kumbo. Good morning Kumba. Bonjour Cédric. Bonjour Thierry. Bonjour à tous les téléspectateurs de la Revue des Grandes Unes qui sont de plus en plus nombreux. Une fois de plus, nous pensons que nous serons à la hauteur de vos attentes. Merci. Pour parler des choses de la cité république. Messieurs, nous allons entrer dans le vif du sujet avec la première thématique de cette émission consacrée à la crise anglophone, le conflit qui dure depuis un peu plus de 5 ans, qui a déjà fait plus d'un demi-million de déplacés internes aujourd'hui. C'est une nouvelle face du conflit qui se présente à la lumière du monde, les séparatistes qui s'entretuent. D'abord, Thierry Nyompé, vous avez sûrement eu vent de cette information, ces assises de Toronto entre les différents leaders de la crise anglophone. Des informations qui nous parvenaient de ce côté-là faisaient état du fait qu'il n'y avait pas réellement entente sur le modus operandi sur le théâtre de la crise anglophone. Qu'est-ce qu'on doit comprendre du fait que les séparatistes se liguent les uns contre les autres aujourd'hui? Mais on s'attendait à cela. Vous savez, pour le président Biya a pratiquement joué la guerre de l'usure. Vous savez, quand une crise dure, quand elle perdure dans le temps, elle finit par affecter le moral des troupes. À la fois, il se trouve justement qu'il y a des troupes conventionnelles. Il y a l'armée légaliste qui est en réalité qui est formée, qui est aguerrie à ces techniques-là, donc qui peut jouer à cette guerre d'usure pendant de longues années. Et en face, il y a des gens qui ont pris des armes au bonheur, la chance,
en fonction de quelques conjonctures liées à quelques revendications. On y reviendra, on ne va pas refaire justement le film de ces revendications qui sont nées en 2017 avec la sortie des avocats, ensuite celle des enseignants. Mais c'est pour dire quand même qu'au-delà de ces sorties-là, il y a eu beaucoup de radicalisation. Il y a des populations qui sont descendues dans la rue pour revendiquer des meilleures conditions de vie. Oui. On a même, à un moment donné, les membres du gouvernement sont descendus dans l'arène, notamment sur les plateaux de télévision, pour dire en principe qu'il n'y a pas de problème anglophone. Après, le gouvernement a reconnu qu'il y avait un problème anglophone. Il y a quelques solutions palliatives qui ont tenté d'être trouvées. Il y a même eu un grand dialogue national qui a été organisé il y a pratiquement 2 mois, 2 ans, je veux dire. Cela n'a pas apporté le fruit, les attentes escomptées, et la guerre a continué sur le terrain. Même comme d'un côté ou d'un autre, on a tenté de minimiser quelque peu les casses. Mais aujourd'hui, l'expérience a démontré que nous avions raison. On savait que d'une manière ou d'une autre, l'apathie, en fait, des anglophones, surtout les ambazouniens, comme ils se font appeler, allait d'une manière, allait finir par craquer. Et je crois que c'est ce qui est en train de se passer. Et vous savez, dans la guerre de l'usure, celui qui détient les maillons, les tire comme il veut, et puis à un moment donné, il finit même parfois par s'infiltrer, par créer même des dynamiques d'opposition dans le camp d'en face, et c'est certainement ce qui a abouti à ce que nous voyons là. Vous savez qu'il y a eu une rencontre à Toronto, vous l'avez dit tout à l'heure, du côté du Canada, où les différentes forces ne se sont pas entendues sur le motus operandi, sur la manière avec laquelle la crise devait, en fait, ces revendications devaient continuer sur le terrain. Oui. Au point où vous vous rappelez que Phil Marshall a dû menacer nos pitiés qui, entre-temps, s'étaient attaqués aux bases de Phil Marshall sur le terrain du côté de Libya. Donc, quand on regarde tout cela, il y a eu donc ces différentes guéguerres entre clans. On parle d'ailleurs de près de 8 clans du côté des sécessionnistes qui se font la guerre. Et cela ne peut qu'arranger le gouvernement. Vous savez, vous rappelez qu'il y a une vidéo qui est devenue virale dans les réseaux sociaux où l'armée républicaine se vante d'avoir mis en déroute nos pitiés et quelques-uns de ses affidés, de ces hommes, avec un bilan de cette chasse qui tourne autour de quelques lance-roquettes, de quelques motos. Malheureusement pour eux, nos pitiés a pris la fuite. On l'annonce blessé, mais toujours est-il qu'il n'a pas été arrêté. C'est bien regrettable, mais une chose est sûre, cela ne peut que faire, je dirais, les choses, les affaires du gouvernement qui, je crois, continuent déjà de jubiler à l'annonce de ce genre de nouvelles. Ouais, justement, Bernard Batana, est-ce que, comme semble justement l'énoncé Thierry Niopet, c'est un coup de maître de la part et de l'armée camerounaise et du gouvernement de privilégier la théorie du serpent qui se mord la queue aujourd'hui? Est-ce que finalement on se dirige vers une décrispation de la crise anglophone finalement? Non, ce n'est pas nécessairement une décrispation, mais ce sera un désordre. Le banditisme qui va définitivement s'installer. Alors, il faut dire que le mouvement séparatiste, à l'origine, a sécrété les germes de sa propre destruction. Souvenez-vous qu'en 1994, lorsque Chief Ayaba Ete prend la tête du Southern Cameroon National Council, au sein de ce mouvement, il a créé le dialogue. Et il avait pour devise la force des arguments et non l'argument de la force. Il excluait toute forme de lutte armée. Après son départ, les choses ont commencé par se radicaliser. Et un mouvement séparatiste était en gestation. Lorsque, en 2016, il y a eu grève des avocats et des enseignants. Ça a mis le feu aux poudres. Le mouvement séparatiste qui était en embuscade
le mouvement s'est mis en branle avec une inorganisation criarde. Et souvenez-vous que immédiatement après sa mise en action en 2018, les premiers couacs ont commencé à s'observer, où il y a eu un affrontement entre groupes séparatistes. Oui. Il y a une partie qui voulait qu'on laisse la guerre, qu'on abandonne la guerre et qu'on se dialogue avec le gouvernement de Yaoundé. L'autre partie... Cela avait été traité de blaguelex. Voilà. L'autre partie a été dévouée au mouvement séparatiste. En 2020, il y a aussi 2 groupes armés qui se sont affrontés au sujet de savoir quelle est l'attitude à adopter par rapport à ce qu'ils appellent la lutte pour l'indépendance de l'Ambazonie. Là encore, c'était un échec. Et il y a eu des morts. D'un côté comme de l'autre, chez les séparatistes. En 2022, donc, je crois les semaines dernières, il y a eu aussi des affrontements, notamment à Kumbo et autres, au sujet de savoir quelle est l'attitude à adopter. Et il faut dire que le mouvement est un mouvement qui est créé de généraux. Là-bas, il n'y a que les généraux. Il y a que des généraux. Général Lopiti, général Adoubé, général Phil Marshall, non, général Mad Dog et tout ça. C'est une armée de généraux. Mais ils n'ont que pour troupes quelques sous-fifres et qui servent de chair à canon. Donc, il faut dire que le mouvement, dans sa naissance, sécrétait déjà les germes de sa propre destruction et il fallait s'y attendre. Maintenant, il revient à l'armée régalienne. Il revient à l'armée rivalienne. Il y a un coup à jouer là. De pacifier les zones du nord-ouest et du sud-ouest pour mettre les populations en confiance. Parce que, décidément, le mouvement séparatiste est en débandade. Il est en débandade. Et ceux qui pourront payer le lourd tribut, ce sont les populations. Il y a une possibilité qu'on passe des revendications séparatistes à du vol. Bien sûr. Et puis, oui, on est vite passé du mouvement revendication séparatiste parce qu'ils étaient habitués à des rapines, ils étaient habitués à des enlèvements, ils vont y rester. Ils reviennent donc à l'État régalien de remettre les populations en question. Remettre ces populations en question voudrait dire qu'on mette hors d'état de nuire tout ce qui se proclame généraux. Parce qu'il y en a à tous les coins, dans le nord-ouest et le sud-ouest. Général tel, général Nopiti, général Maedog, général Adoubé, général, et ils n'ont pas de troupes. Donc je pense qu'on a atteint une période de retournement de cette crise anglophone. Il revient donc au pouvoir régalien de recentrer les choses, de pacifier les deux zones-là, oui, pour que les populations désormais vivent en toute quiétude. En tout cas, c'est... Parce que ces généraux en divagation sont dangereux pour les populations. Oui, justement. En tout cas, au risque de passer des revendications séparatistes au grand banditisme, le centre DDR, les centres de démobilisation et de réinsertion, auront beaucoup de grains à moudre à l'issue de ce conflit qui dure depuis plus de 5 ans. Nous entrons dans la deuxième thématique de cette émission consacrée aux différentes douleurs, les 237 douleurs qui turlupinent les Camerounais, et Mutation en parle après l'euphorie de la Coupe d'Afrique des Nations, place désormais à la dure réalité. Problème d'électricité, coupure à tout bout de champ, d'eau, d'électricité, la vie qui devient de plus en plus chère, et à côté de cela, l'incivisme grandissant. Thierry Niopé, maintenant que la Coupe d'Afrique des Nations est terminée, les Camerounais reviennent enfin à leur triste réalité. Que comprendre aujourd'hui du fait on avait placé beaucoup d'espoir dans cette Coupe d'Afrique des Nations pour générer des revenus et éventuellement améliorer les conditions de vie des Camerounais. On aurait tendance à dire qu'est-ce qui n'a pas marché?
croyez que le football a développé un pays un jour? Je ne pense pas. Sinon, le Brésil serait l'un des pays les plus développés au monde. Ça fait quand même rentrer de l'argent au niveau du tourisme. Oui, bon, peut-être à ce niveau. Mais je crois que ce sont les hôteliers, certainement, pour certains, qui se sont frottent les mains. parce que ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance, justement, de voir arriver dans leurs différents sites les différentes délégations. Il n'y en avait pas. Il n'y avait que, je crois, 24 formations qui étaient sur place au Cameroun. Donc, quand on regarde ce qui s'est passé, moi je l'ai toujours dit, la Coupe d'Afrique des Nations, passer la Coupe d'Afrique des Nations, les Camerounais allaient retomber dans leur triste réalité parce que aucune disposition n'avait été prise justement pour que cela n'arrive pas. Cette euphorie était passagère. Et puis les Camerounais, il faut saluer le courage, je dirais même la résilience des Camerounais parce que au-delà de toute chose, ils ont dû se faire violence pour accueillir toutes ces délégations-là, ces étrangers qui étaient de passage au Cameroun sans que le thermomètre n'explose. Dieu merci, ces derniers sont partis. Maintenant, notre réalité là, on devrait justement en faire face. Et par rapport à cette réalité-là, vous avez parlé tout à l'heure de la lutte contre la vie chère, oui, qui en principe devrait être le cheval de bataille du ministère du Commerce et celui de l'élevage, des pêches et des industries animales. Oui. Il se trouve, peut-être qu'on voit le ministre du Commerce, Luc Magon Bargatangana, sur le terrain, mais on ne voit pas assez le docteur Taïga là où il devrait être. Conséquence, les prix prennent du galon au quotidien. Vous vous rappelez qu'il y a quelques jours encore, on parlait de la rarification du maquereau qui à l'époque était considéré comme le poisson des pauvres. Aujourd'hui, je crois qu'il est devenu le poisson des riches. On ne le trouve presque pas. Qu'est-ce qui a été fait? Le monopole a été donné à quelques industriels camerounais, on ne citerait pas les noms ici, mais qui sont tous des cadres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Alors, qu'est-ce qui est fait à ce niveau? Pourquoi le maquereau est rare dans les marmites de nos paradoxalement, les autres espèces de poissons aussi, les prix grimpent sur le marché. Donc, au-delà justement de cela, il faudrait que ces cadres du RDPC répondent certainement à leur ministre de tutelle parce qu'il est possible de trouver une solution. À l'époque, il y avait des palliatifs qui étaient trouvés. Il n'y a pas eu une véritable ouverture de ce marché, mais c'est également la conséquence du monopole. Quand on donne tout, ce n'est pas parce que la pêche se fait rare au niveau des grandes eaux où le poisson ne vient plus du Brésil, mais il y a nécessairement quelque chose qui est en train de se passer. Il faudrait que l'on sache exactement de quoi ça retourne. À côté de cela, je vous rappelle qu'il y a le nord-ouest et le sud-ouest qui étaient quand même des viviers intarissables en matière de produits de grande consommation, notamment des produits agricoles. Aujourd'hui, c'est une partie du Cameroun qui est en proie à des conflits, à n'en point finir. Cela fait pratiquement 7 ans. Je vous rappelle que c'est là-bas que venait tout ce qu'on appelle, tout ce qu'on voit comme tomates, carottes, choux et le reste. Tel n'est plus le cas aujourd'hui. Et à côté de cela, il y a des zones comme la Sanaga maritime qui produisent quand même des produits tels que le planté, le macabo, en fait tout ce qui est féculent. Aujourd'hui, cette partie du Cameroun est pratiquement coupée du reste du pays à cause de l'état de nos routes. On avait décrit, on avait parlé de ça pendant la CAN, rien n'a changé à ce niveau. Et quand vous regardez même, vous parliez tout à l'heure de ce thermomètre-là, les anciens en sont en grève. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau aussi, on n'a pas toujours la possibilité d'être convenablement payé. Quand bien même on est payé, c'est parfois monnaie de singe. Il y a un problème au niveau du recrutement. En réalité, les problèmes sont tels que si rien n'est fait dans les jours à venir. Je vous rappelle également que c'est la conséquence de l'immobilisme au sommet de l'État. Parce que, je vous rappelle, vendredi par exemple, si vous aviez fait un tour du côté de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun était pratiquement immobile parce que tout le monde s'attendait à ce qui est un remaniement ministériel, un véritable tsunami. Ça a fait le tour des réseaux sociaux et tout le monde était à l'écoute du poste national entre 17h et 20h. Rien n'a été fait. On en est là. Donc, au niveau des ministères, ça ne bouge pas beaucoup parce que justement les ministres s'attendent à ce que les choses changent entre-temps. Mais qu'est-ce qui est fait? Rien n'est fait à ce niveau. Donc, il y a également ce problème d'immobilisme au sommet de l'État qui a des conséquences néfastes sur le vécu
des populations au quotidien. Oui, justement, Bernard Batana, le vécu des populations qui empire un peu plus chaque jour. Le Cameroun est l'un des seuls pays en Afrique subsaharienne traversé de part en part. La plupart de ces départements portent des noms de cours d'eau, mais paradoxalement, les robinets sont à sec. Il n'y a presque pas d'adduction en électricité dans certaines localités et parlons même pas de la table du pauvre. Elle est vide. Comment aujourd'hui les Camerounais comment est-ce qu'on peut améliorer cette situation-là quand on sait que justement Thierry Niopé parlait de l'immobilisme et même de l'incompétence et de laxisme de certains de nos gouvernants? Il faut dire qu'avec ce pléthore de barrages que nous avons, on pouvait s'attendre à mieux de la part de la société de distribution de l'électricité qui est Eneo. Mais malheureusement, sur le champ de l'action, ce n'est pas le cas. Et les populations suffoquent. Aujourd'hui, les arrêts de l'électricité, ce que vous appelez, les arrêts de l'électricité sont légion. Partout. Dans tous les... C'est-à-dire qu'on a... Même notre zone, hein, oui, à quoi on arrête sans aviser. On reste de 8h le matin à 20h sans que ça n'émeut personne. Tout se passe comme si tout allait bien. Parce que le problème de l'électricité en est un. Il faudra vraiment que les pouvoirs publics... Oui, justement, parlant de ces pouvoirs publics, là, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Ndouessoba, avait pourtant promis durant la CAN qu'il y aurait une adduction ininterrompue en énergie. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous savez, ce n'est pas tant les problèmes des ministres qui nous importent. C'est la réalité sur le terrain. Mais quand le ministre promet et qu'il n'y ait pas, il y a de l'estage tous les jours, il a promis pour qu'il n'y ait pas de lestage. Mais là maintenant, ce qu'on vit au quotidien, c'est les délestages. Vraiment, on les vit au quotidien. Et c'est le cas de le dire ici, pour demander aux autorités, aux ministres, à la société de distribution, parce qu'il n'y en a qu'une seule. Il n'y en a qu'une seule. Et justement, Thierry Niopé parlait de ce monopole. De trouver une solution à ces délestages-là. Parce que les ménages en payent un lourd tribut. Vous ne pouvez pas aller dans les réfrigérateurs des ménages là. Vous ne pouvez pas imaginer combien de pertes on a aussi dans les réfrigérateurs et partout ailleurs. Du fait du manque d'électricité, du fait de coupures intempestives d'électricité. Je pense que c'est un phénomène. Quelqu'un disait pour blaguer, là-bas au quartier, que le problème du Cameroun ne viendra pas de Camto, mais il viendra de Néo. Ça, c'est la première des choses. Bon, maintenant, lorsqu'on revient sur la pénurie, généralement, les inflations s'observent pendant les fins d'année, c'est-à-dire novembre-décembre. Oui. La raison, c'est qu'à ce moment-là, il y a une forte demande en biens de première nécessité. Il y a une forte demande pour les raisons évidentes de fête de fin d'année. Mais là maintenant, ce qu'on observe aujourd'hui, une inflation en plein mois de février, il faut s'interroger. C'est un signal très fort du marché des biens et services dont il faut tenir compte. Parce que là, c'est de la pénurie. Ce n'est plus les dumpings que font les commerçants. C'est la pénurie. Une véritable pénurie. Et la conséquence d'une pénurie, c'est la hausse des prix. Ça, c'est clair. On hausse les prix pour que celui qui est plus offrant achète, le plus offrant achète. C'est-à-dire que les petites bourses vont en souffrir. Vont en souffrir et peut-être même en mourir. C'est de cela qu'il est question aujourd'hui. Et c'est de bon ton aussi. Un journal, je crois que c'est un journal a fait allusion au ministre de l'élevage. Au docteur Taïga, c'est le journal Repère. Parce que sur le marché, le poulet a disparu, le poisson a disparu. Il revient au ministre de poser des formules telles qu'on est, puisqu'il est le ministre de la pêche, de l'élevage et des industries animales. Son rôle, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? On ne l'a pas vu, on n'a pratiquement pas vu durant cette période. Et puis, lorsqu'on interroge les ménagères, tout a grimpé. De la tomate au riz, en passant par les quelques rares poissons qu'on retrouve sur le marché. Non, c'est criard. Et je pense qu'on ne doit pas lier cela à la Coupe des Nations. Ça n'a aucun rapport.
En fait, vous pensez que la Coupe d'Afrique des Nations est juste venue exacerber un problème? Non, mais maintenant, cette histoire, c'est comme un chef de famille. Un chef de famille qui accueille un étranger et qui vide le grenier pour mettre son étranger à l'aise. Et qu'à la fin, quand l'étranger s'en va, le grenier est vide. Il faut remplir, il faut approvisionner. Et finalement, les enfants se mettent à pleurer. Oui. Ben, aujourd'hui, là, c'est peut-être cette image-là que moi je donne à la situation. Les étrangers étaient là, il fallait qu'on les reçoive. Parce que le Cameroun, c'est un pays hospitalier. L'hospitalité africaine, il fallait qu'on la démontre pendant la Coupe africaine des Nations. Bon, maintenant que les étrangers sont partis, nous ne disons pas que c'est eux qui ont fini toutes nos réserves. Mais maintenant, il se trouve qu'ils sont partis et qu'on constate que sur le marché des biens et services, il y a pénurie. Pénurie de... Parce qu'il faut... Et c'est d'autant plus grave. Pénurie quasiment tout. C'est d'autant plus grave qu'il y a un aliment qui est à la base de tout. Le pain. Le pain, c'est même en même temps un aliment biblique. Le Christ, il a multiplié du pain. Parce que c'est la base de toute alimentation. Quand cette base de toute alimentation est entamée, c'est grave. Les meuniers, ils ont fait une démonstration. Ils ont dit que du fait de l'augmentation du prix du blé, ils ne peuvent pas approvisionner tout le marché. Ils reviennent donc à l'état régalien. Parce que, décidément, cette affaire-là a des causes exogènes et endogènes. Il revient à l'état régalien de regarder de plus près. Parce qu'un peuple affamé devient un peuple sourd, muet, aveugle. Et peut-être dangereux. Madame, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition de la Revue des Grandes Unes. Merci d'avoir été des nôtres. Faites un tour du côté des kiosques pour vous enquérir de plus amples informations concernant l'actualité. Les programmes se poursuivent sur Equinox Télévision. Tout de suite après, vous avez rendez-vous avec Michel Gachou et toute sa team dans 10-12 de Zénith. Nous, on vous dit à demain.